ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux. Aujourd'hui, nous entrons dans l'amour concret. Pas dans les théories, cet amour concret dont nous parlait Stan Rougier il y a quelques jours sur ZTO. Pour cela, je suis très heureux de retrouver pour la 3e fois un homme qui a engagé toute sa vie dans l'amour concret. Laurent Chérizet, bonjour. Bonjour Guillaume. Laurent Chérizet, merci de me recevoir ici, dans un lieu dont nous allons beaucoup parler. Pour les auditeurs et les auditrices qui vous découvrent, alors je tiens à attirer votre attention, chers auditeurs, chères auditrices, qu'il y a déjà eu 2 épisodes avec Laurent. Je mettrai le lien avec le descriptif de cet épisode. On s'était rencontrés, Laurent faisait partie des personnes qui avaient eu la charité d'essuyer les plâtres de ZTO en 2020. C'était au tout début de ZTO et ça a été revu en 2023. On se revoit en 2027. Alors peut-être d'abord pour vous présenter Laurent, pour ceux qui vous découvrent, parce que beaucoup d'auditeurs, d'auditrices ne connaissaient pas encore ZTO même en 2023. Quelques mots sur vous, une belle carrière, un beau couple, une belle famille, une belle réussite professionnelle, un tour du monde en bateau très beau. Pas en bateau. Ah, c'était pas en bateau? Non, c'était pas en bateau, c'était avec notre caméra, parce qu'on faisait une série de films pour France 5 sur des grands entrepreneurs sociaux dans le monde. Je croyais que c'était en bateau. Passeurs d'espoir. Ouais. Et il y a combien de temps? 25 ans? 20 ans. 20 ans, Simon de Sirène. Vous rejoignez Simon de Sirène. Alors Simon de Sirène, on va expliquer, évidemment, on va beaucoup parler de Simon de Sirène pendant cette émission. Quelle a été à l'origine de ce choix, justement, de ce parcours professionnel tout d'un coup différent, qui n'est plus un parcours professionnel, mais vraiment un parcours de vie, là, pour le coup? Non, je suis toujours un peu méfiant, peut-être, quand on dit un beau parcours, une belle famille et tout, parce que la vie nous embarque, et elle nous fait faire des pas de côté là où on n'aimerait pas aller, en fait. Et là où on n'aimerait pas aller, c'est les épreuves de la vie. Si on devait choisir nos épreuves, on accepterait peut-être d'avoir juste un petit ongle cassé ou quelque chose, mais voilà, on est nombreux à un jour recevoir un coup de fil. Moi, c'était très tôt un matin, et puis ce coup de fil, c'est qu'une seconde avant, tout va bien, on est dans la vie, on avance, etc. Puis moi, j'ai reçu ce coup de fil quand j'avais 17 ans. J'avais 19 ans. C'est ma sœur Cécile avait 17 ans. On est en 83 et elle était dans une voiture passagère qui a eu un très grave accident. Et ça en est suivi 8 mois de coma, 4 ans d'hôpital. On habitait un 3e étage sans ascenseur. À la sortie de l'hôpital, il fallait porter le fauteuil, etc. Et donc, c'est ces grandes épreuves de la vie. Ces grandes épreuves de la vie. Alors, il peut y avoir comme ça une façade où on peut dire tout va bien, etc. Mais voilà, on ne connaît pas, et souvent on a vite fait un peu de mettre une étiquette ou de juger quelqu'un comme ça qu'on va voir, ou les gens qu'on voit dans la rue. Et en fait, le mystère de l'être, il se sculpte souvent à travers ces épreuves. Et ces épreuves, elles nous déplacent et elles nous emmènent là où on ne pensait pas aller. Et ce qui finalement est très, très signifiant, c'est le temps long d'abord. Le temps long on est de la sidération, du bouleversement, de la souffrance profonde, qui peut passer par des dépressions, chacun a une réaction qui est la sienne par rapport à ces épreuves. La perte d'un être cher, la maladie, la séparation, le deuil, etc. Et puis, après ça, il y a un moment où, comme si on touchait le fond de la piscine, et puis on va retrouver cette force vitale qui va nous faire jaillir, va nous emmener. Et là, la grande épreuve, les grandes épreuves, les grands accidents, les deuils, c'est pas acceptable. On va jamais les accepter. Et heureusement,
parce que c'est insupportable. La personne qui se réveille avec un très gros handicap, c'est insupportable. On va pas faire des grands coups de violon sur le handicap. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que on passe de cette sidération à une étape de consentement. Comment on va consentir et où est-ce que le consentement va nous emmener, et comment ça va faire jaillir un supplément de vie, un supplément d'âme. Je crois que c'est ça ce qui sculpte nos vies et parfois même le sens de nos vies. Même si dans votre cas, c'est pas arrivé tout de suite parce que vous avez quand même engagé des belles études et une belle carrière. Et puis, il y a un moment où vous avez fait d'autres choix. Vous auriez pu aujourd'hui être patron d'un grand groupe. Vous étiez taillé pour. Oui. Ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui pèse, l'épaisseur de nos vies, c'est Mère Teresa qui disait le jour du face-à-face, on ne demandera pas combien de maisons Simon de Sirène t'a créé, même si évidemment plus on en développe, plus ça répond à des cris de souffrance partout en France. Mais la seule question, dit Mère Teresa, c'est as-tu aimé ? Et pourquoi c'est as-tu aimé ? C'est pas un devoir d'école avec un maître qui va regarder si on a une bonne note. C'est parce que c'est la seule question qui nous rend heureuses. Et que notre soif universelle depuis l'homme préhistorique, on dit qu'il y a eu 150 milliards d'êtres humains sur Terre, on a une soif universelle, et cette soif, c'est la soif du bonheur. Et le chemin universel du bonheur, c'est d'aimer et d'être aimé. Notre grande aventure sur Terre, c'est d'apprendre à aimer et être aimé. Et face à ça, sur tous les continents, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a cette même peur fondamentale qui nous empêche, qui met des barrières au fait d'aimer et d'être aimé. Et cette peur fondamentale, c'est pas la peur de l'autre. C'est ce qui crée ces barrières, parfois ces replis identitaires, cette peur c'est pas la peur de l'autre, en fait, c'est fondamentalement la peur de moi-même. La peur, pour moi, de ne pas être capable d'aimer, de ne pas être désirable, de ne pas être aimable. Et ça me fout la trouille, alors du coup, je construis des remparts et je me replie. Et face à ça, eh bien, ceux qui viennent nous délivrer, ceux qui viennent nous tendre la main, dans les paraboles bibliques qui me nourrissent beaucoup, ceux qui nous font passer par cette porte étroite. On a l'impression qu'on est toujours trop engoncé pour arriver à y passer cette porte étroite du bonheur. Eh bien, en fait, c'est les plus pauvres, les plus fragiles. Et ces pauvres et ces fragiles, ils préféraient ne pas être handicapés, parce que Simon de Sirène, c'est un peuple de personnes qui ont eu des graves traumas, des graves accidents, des très très gros handicaps. Si vous appelez le peuple, j'ai bien aimé l'expression, le peuple de la lésion cérébrale. Voilà, le peuple des gens qui ont eu ces graves accidents de vie, donc qui ont des handicaps physiques, psychiques, sensoriels, cognitifs. Mais ces hommes et ces femmes, en fait, ils perdent tout ce qui sont, pour nous, dans cette époque de postmodernité, on ne sait plus très bien qui est l'être humain, eh bien, ils perdent toutes les caractéristiques d'une vie réussie. Ils ne peuvent plus savoir, pas de mémoire récente, ils ne peuvent plus pouvoir, ils sont dépendants des autres, tout seuls, ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent plus posséder, ils ne peuvent plus gagner leur vie, ils sont en dessous des plafonds de ressources, ils ne peuvent plus paraître, ils ont un corps de traviole qui n'est pas très désirable. Et du coup, ils viennent nous poser la question fondamentale, c'est quoi la vie ? Qui est l'être humain ? Question qu'on a du mal à se poser quand les choses vont à peu près bien ou semblent aller à peu près bien. Et ces hommes et ces femmes, en fait, ils viennent nous requérir, nous convoquer dans l'essence de l'être humain, l'essentiel de l'être, l'essentiel de la vie. Et si, c'est ça moi qui m'embarque depuis 20 ans, si eux trouvent du goût et du sens à la vie, alors l'humanité est sauvée. Et les 8 milliards d'êtres humains sont éligibles. Si jamais le plus fragile, le plus abîmé est éligible, il nous ouvre le chemin, alors les autres sont éligibles. Et ce chemin, c'est lequel ? Eh bien, c'est eux. C'est eux les premiers de cordée, c'est eux les prophètes, par un cri de souffrance, qui disent que leur plus grande souffrance, c'est pas leur handicap, c'est pas leur fragilité. Ça, c'est hyper douloureux, mais c'est pas ça qui est le plus dur pour eux. Qu'est-ce qui est le plus dur pour eux ? Ils viennent nous dire l'essence de l'être humain. L'essence de l'être humain, ce qui est le plus dur pour eux, c'est qu'ils disent, moi, ma plus grande souffrance, c'est pas le handicap, c'est la solitude. Et cette solitude dont il témoigne, en fait, nous dit que le besoin fondamental de l'être humain, c'est la relation. L'être est un verbe d'état. Notre être se construit dans la relation. Et qu'est-ce qui nous appelle à la relation ? Qu'est-ce qui nous rend capable de relation ? C'est le plus fragile, c'est le plus pauvre. Parce que lui, il ne peut plus s'offrir le luxe de dire « je vais traverser ma vie en solitaire ». Ils ne peuvent plus être dans cet individualisme. Si jamais à Simon de Sirène, les personnes handicapées, elles n'ont pas
des personnes pour les accompagner, les aider, etc., en fait, ils vont juste mourir. Ils ne pourront pas manger, ils ne pourront pas se lever, etc. Donc, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une vision philosophique. C'est un besoin existentiel. Ils nous appellent à la relation et ils nous disent « j'ai besoin de toi ». Et ce « j'ai besoin de toi », il vient résonner en moi. Il vient résonner en moi. Pour beaucoup, aujourd'hui, il y a 300 salariés à Simon de Sirène, on a 30 maisons partagées, on en a 30 autres en développement. On est le premier réseau national d'habitat maisons partagées inclusives pour personnes lésées cérébrales en France. Eh bien, ces hommes et ces femmes qui viennent à Simon de Sirène valident, disent « ce lieu me fait du bien », parce que ces hommes et ces femmes, pour certains, ils disent « c'est la première fois que quelqu'un me dit vraiment qu'il a besoin de moi ». Et du coup, il donne du sens à ma vie. Il me révèle que je suis capable de l'autre. Il me révèle que ma vie peut avoir de la fécondité. Il me fait confiance. Et quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un d'autre, il met la personne debout. Et notre société est une société de défiance. Et si jamais le plus fragile me fait confiance, à ce moment-là, je peux faire tomber mes protections, et je peux, à ce moment-là, m'ouvrir à la vie et je peux expérimenter ce chemin du bonheur, aimer et être aimé. Juste une parenthèse, quand je disais que j'aimais l'expression « le peuple de la lésion cérébrale », évidemment, ça recouvre une réalité très douloureuse, mais dans laquelle on va découvrir qu'il y a beaucoup, beaucoup de tendresse. On va y venir en parlant du film tout à l'heure. Je reviens encore, Laurent, si vous me permettez, au déclic qui a fait que dans votre vie, vous avez décidé ce changement. Est-ce que vous vous souvenez, et aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous vous attendiez à ce que vous avez vécu? Probablement pas. Non, c'est un chemin. Mais le déclic, c'était quoi? C'est du temps long. Hein. J'en ai témoigné. J'ai écrit 2 livres pour témoigner un peu à la fois de cette fécondité, de la fragilité, de cette question existentielle. Hein, le grain de sable et la perle, comment les grains de sable dans nos vies peuvent devenir des perles de relations, de sens, de goût, de bonheur, d'amour partagé. Puis le dernier, Partager peut tout changer, qui a donné après ça ce film produit par Canal+, là, qui est sur les écrans, dont nous allons parler. Qui est bouleversant. Et en fait, moi, le déclic, ça a été ce coup de fil quand j'avais 19 ans, étudiant en école de commerce, ma sœur qui bascule dans ce grand handicap, puis cette question lancinante. Alors pendant 10 ans, et ça je le vois, moi, toutes les communautés Simon de Sirène qui se sont fondées, j'ai été animé des groupes de partage, de paroles, j'étais témoigner, j'ai été rencontrer les gens dans déjà les 15 villes. Déjà à l'époque. Non, depuis 20 ans. Là, hein, oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, depuis la fondation de Simon de Sirène, depuis que j'ai fondé avec tous ces hommes et ces femmes. Et en fait, le déclic, en fait, il est que la grande épreuve, souvent, c'est 10 ans pour ce que je vous disais, la sidération, le pourquoi moi, pourquoi l'être aimé. Et puis un jour, tu n'es pas que ton handicap. Tu n'es pas que ton deuil, tu n'es pas que la perte de ton enfant, de ton conjoint, etc. Notre être est plus grand que nos épreuves. Et si on limite la personne à son handicap, en fait, c'est la double peine. Hein. Et à ce moment-là, on est capable de dire, tu n'es pas que ton handicap. Et toi, pour moi, Cécile, ma sœur, dans un binôme très fort avec notre maman, qui est une mère courage, comme il y en a tant dans le monde du handicap, et en fait, tu as une capacité de donner. Et de donner quoi? Toi, dans ton fauteuil roulant, tu peux donner c'est cette libération de « je ne suis pas capable, je ne suis pas aimable, je ne suis pas désirable ». Et tu vas donner de la joie. Hein. Et les plus fragiles, au cœur de la société, viennent créer cette source de joie auquel on aspire tous. Et en fait, voilà, moi, je suis famille, donc j'ai vécu ça pendant des années. Et puis, on savait qu'il y avait un moment où il fallait que Cécile puisse construire sa vie une fois qu'elle était stabilisée, sur le plan médico-social, etc. Et là, on s'est dit, mais où est-ce qu'elle peut vivre, Cécile, sa vie d'adulte? À un moment, il faut quitter papa-maman, quoi. Hein. Et c'est compliqué quand on est handicapé. C'est compliqué pour des parents de trouver un lieu pour leur enfant handicapé. Mais les années passent et là, on a été chercher, moi j'ai visité beaucoup de lieux en France, à l'étranger, pour me dire, comme la lésion cérébrale, c'est nouveau, parce que ce qui s'est passé, c'est que pour Cécile, c'est arrivé l'année où les SAMU se sont implantés. Elle a eu son accident 1 an avant, elle serait morte. Depuis les SAMU, qui viennent nous garder en vie, c'est extraordinaire. Notre société, on est à une époque très dramatique. On va peut-être faire passer cette loi sur le droit à mourir, l'euthanasie, le suicide assisté. C'est quand même une question bouleversante. Hein, cette question de est-ce que ma vie vaut encore le coup ou est-ce que je suis un trop gros poids pour la société ou pour moi-même, ou pour ma famille, quoi. Et là, en 83, la société décide d'implanter les SAMU
Et quand l'alerte est donnée, même à 3 heures du matin, au fin fond de la campagne ou de la montagne, un camion ou un hélicoptère avec un médecin-pompier, de l'oxygène, une équipe va venir me garder en vie. Et ça, c'est une immense promesse. Parce que ça dit que ma vie n'a pas de valeur. La valeur fondamentale de ma vie, c'est pas d'abord la performance, l'efficacité, le savoir, mais c'est mon être. Et que c'est la dignité de la société que de permettre à la personne la plus fragile de vivre cette vie au cœur de la société. Voilà. Et donc, pour moi, c'est pas tant un déclic. Il y a eu ce moment très, très sidérant de l'appel et de Cécile a eu ses graves accidents, 8 mois de coma. Mais c'est un chemin jusqu'au moment où je me dis, moi j'avais effectivement créé une entreprise qui s'était bien développée, je l'ai vendue à un groupe anglo-saxon, j'ai travaillé avec ce groupe pendant plusieurs années, et je me suis dit, je voudrais passer à une étape où je peux me donner la liberté pendant, je pensais au début faire ça 3 ans, créer un lieu où Cécile serait bien. C'était pas l'institution médico-sociale classique, il y en a besoin, il y a des belles institutions médico-sociales, mais on manque de place et puis les gens sont pas chez eux. Donc il faut qu'ils puissent revenir à domicile. Et quand ils sont à domicile, ils disent souvent « je suis trop seul ». Parce que le domicile, quand on est handicapé, c'est beaucoup de solitude. Et moi, en fait, ce que j'étais amené à créer, qui à l'époque était très très nouveau, c'était le « chez moi, chez nous ». Le « chez moi, chez nous », je suis chez moi, mais je ne suis pas seul. Cécile et ses amis de Garches et ses amis mais on s'entend bien, on ne peut plus créer notre famille, mais on peut ensemble créer une famille d'amis. Donc en fait, c'est très simple, mais ça a mis des années. Et puis, c'est devenu ce réseau Simon de Sirène. On a pu plaidoyer pour faire passer une loi sur l'habitat inclusif qui fait qu'aujourd'hui, il y a 2000 habitats inclusifs en France pour des personnes âgées, pour des personnes handicapées, qui, ensemble, créent ces petites fraternités. Autrefois, on appelait ça les béguinages, pour quitter l'institution ou le domicile seul et, ensemble, redonner du goût et du sens à la vie. Le nom Simon de Sirène, il y a des auditeurs et des auditrices qui ne savent pas qui est Simon de Sirène. Et c'est un nom, c'est assez normal de ne pas savoir qui c'est parce que c'est un nom biblique et sur 3000 pages de Bible, il n'y a qu'une page où on en parle. Donc il y a 2999 pages où on n'en parle pas. Donc c'est quelqu'un d'extraordinairement discret et pourtant c'est quelqu'un qui est majeur dans l'histoire biblique. Qu'on soit croyant ou pas, la Bible souvent, c'est des paraboles qui disent quelque chose de très très fort sur l'humanité. Des Gandhi et autres qui n'étaient pas chrétiens disaient que pour eux c'était des sources d'inspiration très profondes. Et cet homme-là, il est très intéressant parce que c'est un paysan qui vit du temps du Christ, donc il y a 2000 ans et quelques, et qui, comme tous les paysans au Moyen-Orient, partent très tôt le matin parce qu'il fait très chaud. Donc il part peut-être à 4h ou 5h, travailler au champ. Et à un moment où le soleil est au zénith, à midi, en fait, il rentre. Il est crevé, il a travaillé la terre pendant 8 heures, il a soif, il est fatigué, il rentre. Et puis, son chemin passe par l'extérieur de la ville fortifiée qu'est Jérusalem à l'époque. Et là, il voit un groupe vociférant. Et ce groupe-là, en fait, est en train d'amener un condamné à mort. Et à l'époque, il n'y a pas de cadeau. Les condamnés à mort, on les crucifie, ils ont fait du mal, voilà. Et qu'est-ce qui fait que ce paysan passe par là? Et puis, qu'est-ce qui fait surtout qu'il s'approche? Il serait resté un peu loin, on n'aurait pas entendu parler de lui, mais il s'est approché. Pourtant, il savait bien que ce n'était pas une partie de fête qui allait se jouer là. Donc, peut-être qu'il y a eu un peu de curiosité. Il ne faut pas trop vite béatifier les gens. On a tous en soi, on est des êtres mêlés. On a tous en soi une compassion quand on voit quelqu'un qui souffre, mais aussi une espèce de curiosité qui n'est pas toujours bien placée. Sur les autoroutes, le ralentissement, c'est pas parfois du côté où il y a l'accident, c'est parfois de l'autre côté parce qu'on est tous là à freiner pour ralentir et on voit, on voit des gens qui ont des accidents qui peuvent demain être des gens de Simon de Sirène. Et qu'est-ce qu'on a dans notre regard? C'est mêlé. Et du coup, ce Simon, ce paysan, en fait, il vient voir d'un peu trop près et pouf, il se fait réquisitionner par les Romains. Puis là, ça rigole pas. Les Romains, c'est une force d'occupation. On se fait mettre l'épée dans les reins, on n'a pas intérêt à dire non. Allez, va aider le condamné à mort. Là, on l'a déjà donné 50 coups de fouet. Il va pas arriver tout en haut du Golgotha et on veut qu'il soit vivant parce qu'on veut le crucifier vivant. Pour que le spectacle soit bien achevé, quoi. Et ce paysan, il n'a pas le choix. Et en fait, il dit quelque chose de nous. Beaucoup de choses dans nos vies, on n'a pas le choix. Il y a les moments où on a le choix, c'est super, mais il y a tous les moments où on n'a pas le choix. Est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas de liberté? Ou est-ce que notre liberté, elle est autre? Quand on n'a pas le choix,
Moi, je pense qu'on est convoqué dans une liberté plus profonde, qui n'est pas la liberté de choisir, mais la liberté de se dire qu'est-ce que je fais avec cette épreuve ? C'est quoi mon chemin d'homme ou de femme avec cette épreuve ? Et pour ce Simon-là, je suppose qu'il a dû se dire, oh là là, zut, puis c'est violent, ça sent mauvais, ça crie, etc. Et là, il est convoqué à l'intérieur de lui-même, et il peut soit rester un peu comme ça, caché, en espérant que ça va se passer vite et qu'on ne va pas le voir, ou alors sa liberté, et je crois que c'est ça a été de regarder le condamné. Hein. Comme nous, notre liberté, c'est de passer ou de regarder le SDF, de regarder le migrant, de regarder avec un regard de frère. Je réentends Laurent Chorizet me dire à ce micro il y a quelques années, quand l'acte requis se transforme en acte d'amour. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, cette bascule, c'est que quand on prend le temps de regarder, de s'arrêter, de ne plus être gêné par le regard des autres, de se détourner de son propre incapacité, de sa propre souffrance, et bien à ce moment-là, on rencontre le blessé, le handicapé, le SDF ou le condamné à mort, et on rencontre le Christ. Alors Laurent, Simon de Cyrène s'adresse aux personnes, ce sont des lieux de vie de personnes valides et de personnes avec handicap. Et ces personnes avec handicap, c'est essentiellement des personnes qui ont été victimes d'accidents, accidents de la route, accidents de santé, c'est ça ? Alors voilà, c'est en fait 3 types d'accidents qui ont toutes les mêmes conséquences, c'est des lésions dans le cerveau. Hein, et quand le cerveau dysfonctionne, a des lésions, c'est toute la vie qui est malmenée. Hein, et ça crée des handicaps physiques, psychiques, sensoriels, cognitifs. Et les causalités, c'est 15-25 ans, c'est l'histoire de ma sœur Cécile, c'est les accidents de la route, les accidents du sport. Hein. Et là, on est fauché en pleine jeunesse, quoi. Hein. Après ça, nous a rejoint un deuxième parcours de vie. Au début, moi, je ne pensais pas que ça pourrait s'entremêler, mais c'est des gens qui ont 40, 45 ans et plus. Et c'est les accidents vasculaires cérébraux. Là, c'est les conséquences de la vie moderne, le stress, la sédentarité, la malbouffe. Puis à un moment, ça pète là-haut. Et là, on a des lésions cérébrales. Hein. Olivier, 48 ans, docteur en physique nucléaire, patron d'une entreprise, AVC, perte de mémoire récente, explosion de la cellule familiale, papa de 3 enfants, il se retrouve dans la rue. On est tous en grande fragilité. On est tous en risque, quoi. Et puis, le troisième type de parcours qui amène des gens à Simon de Cyrène, c'est tout ce qu'on appelle les infirmités motrices cérébrales. Là, c'est les progrès autour de la prénatalité, de la grande fragilité autour de la naissance, des prématurés, du manque d'oxygène, etc. Et là, c'est les infirmités motrices cérébrales. C'est des gens qui grandissent avec leur handicap, qui ont souvent des corps très blessés, très tordus, qui ont une grosse énergie de vie qu'on a souvent du mal à comprendre, mais qui ont une force de vie qui nous embarque. Et puis autour de ça, on a quelques maladies stabilisées qui ont touché le cerveau ou autres. Mais voilà. Pour les auditeurs, les auditrices qui pensent déjà en vous écoutant à un de leurs proches... Mais oui, parce qu'on connaît tous quelqu'un plus ou moins proche. Exactement. Mais si ce ne sont pas ces cas de maladies dont vous parlez, il vaut mieux... Vous êtes moins équipé peut-être pour vous occuper d'autres types de détresse. Tant qu'on est moins équipé, c'est que nous, on est sur un parcours d'expérience, puisque c'est des projets... moi, je suis quelque part un entrepreneur facilitateur, mais le projet de vie, c'est eux les sachants, c'est eux les vivants du projet de vie. Et du coup, mon parti pris, ça a été de dire, c'est ceux qui ont désir et capacité à vivre ensemble. Donc, en fait, de manière expérientielle, on a accueilli des demandes assez variées, et on s'est rendu compte, par exemple, que les troubles autistiques se conjuguaient mal. C'est des gens qui avaient du mal à vivre ensemble avec des gens qui ont des lésions cérébrales. Donc, on a aidé des maisons pour des personnes qui ont des troubles autistiques à se créer en habitat inclusif, hein, un petit peu inspiré de ce qu'on a fait, comme nous, on s'est inspiré d'autres. Mais on s'est rendu compte que ça se conjuguait pas bien, quoi. Et il y en a d'autres qui se conjuguent mieux. Et puis après ça, c'est aussi la personnalité des gens. Vous voyez. Donc, c'est pas du tout un parcours administratif fermé, mais c'est beaucoup... Vous voyez, là, actuellement, on est en train d'ouvrir des maisons à Saint-Malo, à Lille, on est en train de construire à Bordeaux, on est en train de construire à Paris, à Nice, etc. En fait, on a des groupes d'amitié où les gens se rencontrent, font l'expérience de la relation et ensemble ont envie de cheminer pour habiter ensemble ou non. Vous voyez, mais c'est très progressif. Donc, on est vraiment dans des cas de lieux, des maisons mixtes où vivent aussi des salariés, parce que vous avez cité tout à l'heure... Des salariés et des volontaires service civique. Et des volontaires. Ce sont tous des acteurs engagés. Ça, j'ai bien aimé, en regardant le film, on va parler du film, les acteurs engagés, mais c'est aussi
les personnes qui sont les personnes fragiles, voilà. qui sont des acteurs engagés. Tout le monde est acteur. Voilà, une grosse moitié des habitants sont les personnes qui ont eu donc qui ont ces handicaps acquis. Hein. Et puis, voilà, une maison, c'est entre 11 et 13 personnes. Donc, il y a 6-7 personnes en situation de handicap qui ont chacune leur studio, leur kitchenette, leur salle de bain. Je suis chez moi, vraiment chez moi. Je peux inviter, etc. Et puis, il y a 5 logements pour des personnes valides, qui sont soit des salariés, soit des volontaires service civique, et puis un couple responsable de maison. Là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, dans nos locaux, il y a 3 responsables de maison pour ces maisons de Saint-Malo et de Lille, là, qui sont en train d'ouvrir. Il y en a un qui est papa, qui arrive avec 2 enfants. Hein. Donc, voilà. Et ça va créer... Chacun est chez soi, donc on a les temps pour soi, et puis on a les temps ensemble. Et c'est ça qui crée cette fraternité, cette communauté de vie humaine. Des habitants. Les habitants, avec ce 70 mètres carrés de salon, salle à manger, cuisine. En général, une grande terrasse ou un jardin. On est souvent en pied d'immeuble. Et puis, ces habitants vont inventer ensemble, au quotidien, un art de vivre ensemble, à l'appel des plus fragiles. Et c'est Peggy, c'est l'espérance de Peggy. C'est une petite flamme vacillante, mais qui est lumineuse dans un horizon actuellement qui paraît tellement noir. Donc ces petites flammes d'amour vacillantes sont des pépites. Les habitants, là, Laurent, je vous tendais la perche. Parce que c'est le nom du film. Voilà. Le fameux film, parce que on a échangé il y a quelques semaines. Vous m'invitiez, merci beaucoup, à la première de ce magnifique film. Alors là, j'ai vu le film, mais j'ai pas pu venir à la première. Quelques mots sur ce film, mais on va un petit peu en parler, mais surtout de l'expérience qu'on vit en voyant ce film. Donc, le Grand Rex, ça a été une très très belle soirée, je crois. Oui, c'était assez bouleversant, Canal+. Parce que 2500 personnes, Canal+ dit, mais on n'a jamais vu ça. Il y avait une queue infinie pour rentrer. Un film produit par Canal+. Film produit par Canal+. Diffusé par Canal+, voilà, même en ce moment. C'était Christine Coquelin, directrice des films documentaires de Canal+, qui est une amie... directrice d'une société de production, Candice Souillac, qui, elle, est une amie depuis le temps de nos films Passeurs d'espoir, etc., et qui m'avait dit, je voudrais faire un film sur Simone Sirène, parce que c'est un grand projet de société, que c'est vraiment un film qui va donner de la joie et de l'espérance à tous. On sera tous embarqués, on sera tous invités là-dedans, quoi. Et elle invite cette directrice de Canal. La directrice de Canal vient partager un repas chez nous, et complètement bouleversée, alors que les repas sont tout simples, mais de voir ces grands vivants que sont ces personnes handicapées, ces personnes fragiles, ces jeunes, ces gens de tous horizons, de toute culture, de tout milieu social, de toute croyance, et de voir que là, il y a capacité, quand on est tellement différents et fragiles, à faire humanité commune, à faire cette famille humaine dont on rêve tous, quoi. Et quelle grande leçon d'humanité nous donnent ces hommes et ces femmes, quoi. Et Christine Coquelin sort en disant, je voudrais qu'on fasse un grand film là-dessus. 90 minutes, grand film, donc c'est un grand film dans le sens, c'est un vrai film de cinéma, à mon avis, un peu plus que 90 minutes, et un grand film parce qu'une espèce d'immense bol d'amour, d'espérance, d'oxygène, de lumière, de vie, d'émotion. Et effectivement, elle confie ça à un des grands réalisateurs contemporains, Louis-Julien Petit. C'est lui qui a fait La Brigade, c'est lui qui a fait Les Invisibles, enfin, il a fait des films qui ont fait des millions d'entrées, et lui est très touché, c'est un homme très généreux qui va décider de faire son premier film documentaire, et il fait un exploit, il passe 8 mois à tourner dans les maisons, et il fait un film qui n'est pas un film institutionnel, donc ça n'explique pas ni l'histoire, ni comment ça marche, mais ça nous plonge pendant 1h30 avec ses habitants, et c'est 1h30 de pleurs, de rires, d'émotions, et on sort de là en se disant « Waouh, on a envie que la société soit comme ça ». Et effectivement, au Grand Rex, 10 minutes de standing ovation. Et puis à la sortie de ça, des médias, tous unanimes, on a eu des pleines pages complètement bouleversantes, aussi bien dans le Figaro, La Croix, que dans l'Humanité ou le Nouvel Obs. 1 heure sur France Inter, avec des chroniqueurs hyper touchés par le film. Et puis, depuis que le film tourne, on reçoit des échos partout, quoi. Un programme très, très dense, puisque là, il y a au moment où nous nous rencontrons, nous sommes vers la mi-mai, mais là, je sais qu'il y a un programme à Dijon bientôt, le 2 juin. Enfin, les auditeurs le découvriront sur le site, et puis ils iront sur votre site, mais il y a Dijon, Lille, Saint-Malo, Vanves, Chambéry, puis j'imagine que ça va se remplir. Ça va continuer, et puis surtout, on peut le voir aujourd'hui sur la plateforme de Canal+. Il s'appelle Les Habitants, Canal+. C'est libre d'accès encore pendant quelques temps, là, et puis après ça, voilà, on peut y accéder en pay-per-view pour, je sais pas, peut-être 2 €, voilà. Donc, mais c'est vraiment un film à voir en famille. Un jour, on a envie d'un grand bol
de la vie est belle, quoi. Oui, La vie est belle, c'est un film absolument bouleversant. J'ai eu la joie de le regarder. J'ai même reconnu une cousine qui est engagée dans une de vos maisons. Elle est très discrète, chapeau, parce qu'elle n'en avait jamais parlé. Je ne le savais pas, mais je ne suis pas du tout étonné. Et donc, on découvre on découvre la cohabitation. Enfin, même, je trouve que le mot est un peu dur. C'est beaucoup plus doux que ça. Le partager, les vies partagées entre les personnes qui sont atteintes d'un handicap, les personnes qui les accompagnent. On se rend compte qu'il y a un nombre de professionnels dans toutes les compétences possibles, les coachs, les psys, les kinés, des professionnels absolument incroyables. Il y a des talents partout. Mais c'est étonnant. Vous voyez, ce matin, là, j'accueillais ce nouveau responsable de maison pour un petit module d'accueil et de formation initiale. Et je leur disais, mais en fait, vous êtes les... Voilà, tant que ce cri prophétique de ces hommes et ces femmes handicapés qui nous appellent à la relation, qui nous appellent à « j'ai besoin de toi, je te fais confiance », et la vie a du goût ensemble. Le handicap disparaît pas, l'épreuve disparaît pas, mais la vie et la joie sont plus profondes que ça parce que la rencontre et la relation, et que ça nous appelle, comme ces nouveaux responsables de maison, comme ces nouvelles équipes. Hier, je faisais un petit module de formation comme ça avec les futurs salariés d'équipes de Saint-Malo. Aujourd'hui, il y a 300 salariés, bientôt 400 à Cibon-de-Sirène. Il y a à peu près 1 millier de bénévoles, d'amis, de proches. Il y a quoi ? Il y a 400 logements. Il y a à peu près autant de personnes qui viennent dans les activités de jour. Enfin voilà, toutes ces communautés humaines, c'est des lieux c'est des lieux racines, des lieux de vie, des lieux qui nous disent qu'on est fait pour vivre ensemble, sans être clonés, comme on peut parfois avoir le sentiment qu'il faille être aujourd'hui, mais au contraire, en étant chacun biologiquement tellement unique et irremplaçable que quand on se met ensemble, on a ce goût de l'altérité. Ta différence vient m'enrichir, elle ne me menace pas, quoi. Et c'est ça qui fait jaillir la joie. Il y a des profils qui sont très émouvants, mais en fait, ce sont des profils, j'allais presque oser le mot ordinaire, mais je pense par exemple à Julie, cette jeune femme qui a eu un AVC, qui ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Je crois qu'elle était très jeune quand elle a eu l'AVC. Elle dit qu'elle était désespérée, elle a le sentiment de ne servir à rien. Et on l'accompagne pendant le film à plusieurs fragments. Il y a Yann qui lui a eu un accident de scooter et qui vient pour une visite de préadmission en quelque sorte avec, je crois, ses parents. Ouais. Il y a tout un. En fait, c'est l'admission où tout n'est pas automatique. J'imagine non, parce que c'est le projet des personnes. Et puis donc, il faut vérifier qu'on est capable d'abord de leur donner de la sécurité. Donc, c'est d'abord un des lieux extrêmement professionnels. Moi, les entreprises que j'avais créées avant, je pensais que le social était plus facile. Je me suis rendu compte que c'était infiniment plus complexe de développer des innovations sociales que des entreprises dans le monde classique du business. J'ai fait les deux. Les deux ne s'opposent pas. Au contraire, il faut des belles entreprises pour créer de la richesse, pour payer du social, financer du social. Mais le social, c'est vraiment de la haute couture. C'est du fait main. Ça peut pas être industrialisé. Mais ce parcours, il part du fait qu'effectivement, Yann est candidat, a envie d'eux, il veut quitter ses parents. Ça fait 10 ans qu'il est chez ses parents. Il a eu ses accidents, il en a ras-le-bol, il voit tous ses potes qui, eux, se marient, ont une bagnole, un logement, etc. Et il n'en peut plus d'être chez ses parents. Et pourtant, on sent combien il aime ses parents. Et combien ses parents l'aiment. Il y a ce témoignage de sa mère bouleversant. Elle s'est tournée dans sa chambre d'hôtel où elle dit, mais vous vous rendez compte le nombre de médecins qui m'ont dit maintenant, il faut que tu fasses le deuil de ton fils. C'est bouleversant. C'est incroyable. Et elle trouve ça insupportable. Elle dit, mais non, Yann, c'est Yann. Il n'y a pas un Yann qui a disparu. Toutes nos vies sont comme ça. Effectivement, il y a l'accident, mais voilà. Et puis après ça, il y a cette scène où Yann plonge dans les bras de sa maman en lui disant « Maman, je t'aime ». Et puis, fou de joie parce qu'il voit que c'est sa place à Cibon-de-Sirène et il va intégrer la communauté. Il y a aussi ce moment incroyablement fort. On voit Paul, qui est habitant de nos maisons à Angers, qui discute avec Angelo, qui est un autre habitant, tous les deux en fauteuil. Et Paul dit à Angelo... tu vois, moi, je nage pour dire oui à la vie, pour remercier la vie. Et Angelo dit, pourquoi tu dis merci à la vie, sous-entendu avec ton handicap? Il dit, je dis merci à la vie, puis je dis merci à mes parents, parce que mes parents, ils m'ont donné la vie. Ils ont su, quand j'étais dans le ventre de maman, que j'étais handicapé, ils auraient pu faire le choix d'arrêter la vie à ce moment-là. Et ils m'ont redonné la vie en disant oui. Et c'est grâce à eux que je suis là. Et aujourd'hui, ma vie, elle a du sens et je suis heureux. Et c'est complètement bouleversant. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Puis il y a plein de moments extraordinairement drôles aussi dans ce film.
quand Amaury, qui n'a pas de mémoire récente, éclate de rire en disant c'est assez commode de ne pas avoir de mémoire récente parce que du coup on oublie ce qu'on n'aime pas et on va surtout sur ce qu'on aime. Oui, ils ont de l'humour. Quelle leçon de vie, quoi. Il peut y en avoir qui peuvent ne pas arriver chez Simon de Sirène parce que peut-être qu'ils n'ont pas des parents aidants. Alors, c'est pas nécessairement le fait des parents, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui n'ont plus de parents à Simon de Sirène, mais c'est tout simplement parce qu'on a beau avoir bientôt 60 maisons, c'est des maisons qu'on construit dans les villes, hein, donc c'est un long chemin. À chaque maison, c'est 4-5 ans de travail, c'est beaucoup de générosité de donateurs qui viennent donner 10 euros, 50 euros, de fondations qui donnent plusieurs milliers d'euros, etc. Et c'est avec ça qu'on peut construire ces maisons pour que le loyer soit limité aux aides sociales, pour pas que les gens soient étranglés, qu'on puisse accueillir le plus pauvre. Donc c'est du temps long et donc on reçoit des lettres tous les jours de demandes. C'est ce qui nous pousse à continuer de développer, mais c'est du temps long. La loi qu'on a pu initier par notre plaidoyer fait qu'il y a plein d'autres acteurs qui ont développé des réponses pour les personnes âgées, pour les autres types de handicap, etc. Il y a 2000 habitats inclusifs en France et il en faudrait encore 10 fois plus, quoi, hein. Donc c'est un chemin, quoi. Ce sont des habitats. Les personnes qui rentrent, je pense aux personnes avec handicap qui rentrent chez Simon de Sirène, c'est pour y passer combien de temps? Il y a des cas différents. Il y en a, c'est pour y passer un certain temps. D'autres, ça peut être toute la vie. Alors voilà, le principe, c'est que les gens sont chez eux. Et nous, notre seule limite, c'est est-ce qu'on est capable d'assurer leur sécurité? Et on est capable d'assurer leur sécurité et ils sont bien là. En fait, ils sont là. Voilà. Un de nos premiers habitants qui maintenant est au ciel, Guillaume, il a été là jusqu'à son dernier souffle. Et sa sœur est venue me voir en disant, après son accident, il a été 15 ans dans une maison spécialisée, il bouffait seul face à un mur parce qu'il était très lent, très difficile à comprendre. Et elle m'a dit, les 3 dernières années de sa vie où il était chez Simon de Sirène, il a été heureux. Ça, c'est une parole que je retiens, qui m'a nourri, qui m'a confirmée, bouleversante, hein. Donc on a comme ça pas mal de personnes qui vont être là jusqu'au bout. On a déjà pas mal de compagnons de Simon de Sirène qui sont au ciel. Souvent je leur dis aidez-nous là, hein, on a besoin de vous là, parce que c'est quand même des sacrés défis, quoi. Et puis il y en a qui vont passer quelques temps, hein. Antoine, il est passé 4-5 ans, le temps de faire une belle étape, et puis après ça il a eu envie d'aller reconstruire sa propre vie dans un logement social à lui, tout en restant en lien. Donc voilà. Et puis il y a aussi des personnes qu'on ne peut pas accompagner parce qu'il y a trop d'instabilité psychique, par exemple, qui disent que quelque part ce lieu n'est pas bon pour eux, hein, que ça les met en souffrance et qu'ils ont besoin de lieux beaucoup plus cadrants, beaucoup plus sécurisants. Et donc c'est aussi des parcours de vie. Et puis dans ce monde social et médico-social, ça amène beaucoup d'humilité. On n'est jamais la réponse avec un grand R. On n'est pas le sauveur. On est des réponses complémentaires les unes aux autres. Je pense à cette scène très, très, très émouvante. Là, on a besoin de mouchoirs, hein. Je préviens quand même les futurs spectateurs, spectatrices du film. On a besoin de mouchoirs pendant le film. Cette scène de cette dame âgée qui a été obligée de quitter Simon de Sirène parce qu'elle était dans une situation de vie compliquée. J'ai oublié son prénom. Françoise. Et il y a son accompagnatrice, une femme formidable qui vient la visiter. Mmh. Et il y a un grand moment d'émotion où cette dame, Françoise, est donc dans une maison de retraite. Et elle est triste quand même parce que la maison de retraite lui paraît tellement moins heureuse et moins joyeuse que Simon de Sirène. Et c'est le paradoxe parce qu'en même temps, elle se sentait plus... elle avait plusieurs réveils la nuit, besoin d'oxygénation, de ceci, de cela, des risques de chute. Donc... oui, c'est des relais. Mais je pense qu'aucun de nous n'a envie de vivre ni à l'hôpital, ni en maison de retraite. Et en même temps, il y a des étapes de la vie où nos corps ont besoin d'eux, hein. Et là, qu'est-ce qui reste? Qui reste essentiel, c'est les liens. Emma va la visiter. Françoise, elle vient au moins une fois par mois à une fête. Elle a des échanges. Elle a gardé sa famille Simon de Sirène, hein, même si le lieu, elle a besoin d'un lieu plus sécurisé, hein. En fait, ces lieux de vie partagés, il devrait y en avoir de plus en plus. Et je pense que les maisons de retraite telles qu'on y pense, les EHPAD, devraient disparaître. Il faudrait que tout se transforme en lieu de vie avec les différences, et puis des différences aussi d'âge, pas que des personnes en situation de fragilité. Oui, alors je ne sais pas s'il faut que ça disparaisse, parce que d'abord, on va en avoir besoin de plus en plus, hein. Les gens vivent de plus en plus âgés, et donc on manque de place, mais alors même s'il y a des pays comme le nord de l'Europe qui maintenant ont fermé toutes les institutions, hein, ils ne veulent plus que des petites structures à taille humaine. En Allemagne, il y a 5000 colocations comme ça pour des personnes âgées Alzheimer.
Donc je pense qu'effectivement, il y a un grand chemin devant nous, c'est passionnant. Ce film, Les Habitants, va beaucoup aider à donner cette audace. L'autre jour, au Grand Rex, la ministre du Handicap est venue, elle devait partir tôt, elle est restée longtemps, et elle rencontrait tout le monde, une dame qui avait une belle écoute, et son directeur de cabinet me disait à la fin, mais en fait, on n'a plus besoin d'écrire des circulaires sur la politique handicap, il suffit de regarder ce film, quoi. C'est ça qu'on veut, c'est cette société-là dont on a envie, quoi. Au début de cette émission, Laurent, vous disiez que pour ces personnes avec handicap, ce qui est peut-être le plus dur pour elles, c'est pas tant le handicap que la solitude. Et il y a des scènes poignantes, il y a même des couples qui se forment à Simon de Sirène. Je pense à un en particulier qui témoigne pendant le film. Oui, c'est-à-dire que c'est des lieux de vie. Et en fait, l'être humain, on se le disait, il est fait pour aimer et être aimé. Alors, il y a l'amour d'amitié, il y a l'amour de fraternité, puis après ça, il y a l'amour qui va être vers quelque chose qui peut nous conduire vers la construction d'une vie conjugale. Et il y a effectivement une histoire assez bouleversante comme ça dans le film. Et j'imagine qu'il y en a d'autres. Voilà, puis il y en a d'autres. Il y en a qui, comme il n'y a pas de mémoire récente, il y a des histoires qui sont plus ou moins, des moments ou plus longs. On a 2 habitants de notre communauté de Vanves qui étaient là avec leur handicap depuis 10 ans et qui se sont mariés. Ça a été une cérémonie sublime, bouleversante de joie à l'église, etc. Et ça dit que rien n'est possible. À l'amour, rien n'est impossible, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Et le cheminement dans lequel nous emmène ce film, c'est un cheminement d'audace, un cheminement de confiance qui nous est donnée par les personnes handicapées. Il y a une scène qui est étonnante, c'est lorsque vous allez visiter vous-même une maison près de Toulouse, une maison qui est toute prête avec une équipe complète. Et là, vous leur dites, bon, il faut que vous soyez prêts, il y aura des larmes, des ras-le-bol, des dépassements. Mais vous avez l'air de rencontrer là une équipe très, très motivée. Oui. Alors, en fait, ce moment dans le film, c'est effectivement ces moments où je m'invite. Les maisons sont en train d'ouvrir. Les équipes sont en train de se former. Et on a recruté une vingtaine de salariés qui vont faire naître cette communauté. Et là, en fait, c'est une étape qui est très forte pour nous, mais il y a eu 8 ans de boulot en amont. Comment naît une communauté Simon de Sirène ? Moi, je suis souvent invité à aller donner des conférences, des petites causeries, et ici ou là, il y a beaucoup de soif dans notre société, de témoignages et de paroles d'espérance. Et Simon de Sirène est un lieu d'espérance, et j'en témoigne. Et là, en général, à la sortie, il y a des personnes qui viennent me voir en disant « est-ce qu'on pourrait faire ça ? J'ai un cousin qui, machin, etc. » Et de ça va jaillir un groupe. Alors, on sait, nous, qu'il faut que ce soit dans des grosses villes ou conurbations urbaines. Oui, il ne faut pas à que Toulouse, ce soit en pleine on est à campagne. Pibrac, c'est 12 000 habitants, mais on est à 20 minutes de Toulouse. Parce que si c'est... les personnes handicapées m'avaient dit très vite, Laurent, si tu nous mets à la campagne, tu nous rajoutes un handicap. Puis les personnes valides, aujourd'hui, on a plutôt envie de vivre en ville, avec les commodités qu'à la campagne. Voilà. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai pour une grande majorité. Et donc, du coup, nous, on s'installe plutôt dans les grosses zones urbaines comme ça. Et au début, on ne cherche pas à construire, on ne cherche pas du pognon, même si on a besoin de beaucoup d'argent. On cherche simplement à répondre à cette souffrance de la solitude. Donc, on crée un groupe d'amitié. On appelle ça les compagnons Simon de Sirène. C'est ce qui est en train de se passer à La Rochelle. On voit dans le film, je donne une conférence il y a à peu près 1 an et demi. Aujourd'hui, à La Rochelle, ils ont fait une avant-première. Il y a la semaine dernière du film Les Habitants. 300 personnes bouleversées, enthousiasme. Donc, vous voyez, en 1 an et demi, en fait, on arrive à créer une communauté d'hommes et de femmes qui viennent parce que ça me fait du bien. Moi, la personne valide, ça me fait du bien d'être un lieu où je peux tomber les masques, me réjouir, passer 2 heures le samedi ou autour d'une balade, autour d'un repas ou d'un karaoké ou d'un temps spirituel ou de que sais-je, ou d'une chorale inclusive. Moi, la personne sur ce handicap, je suis plus seul, j'ai des amis, on va fêter mon anniversaire, c'est toi, c'est moi, c'est le Petit Prince et le Renard de Saint-Ex. Et là, la réponse, elle est là. Et ce groupe-là, il va cesser de s'étendre parce que dans notre société, les lieux où il y a de la joie et de la fraternité, on est avide, on a soif de ça. Et c'est pour ça qu'en 1 an et demi, ça va réunir 150, 200 personnes. Parfois, c'est un peu plus lent, mais
Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on les invite à créer leur association locale Simone Sirène, à se fédérer. Et puis, on les organise en groupe de travail. Il y a une commission sur le médico-social, une commission sur les ressources humaines, une commission sur la gestion, une commission sur le foncier. Puis, on va aller chercher du foncier en centre-ville. C'est compliqué avec les bailleurs sociaux, les fondations. Mais il y a toute une chercher du logistique fric, on va incroyable. chercher les politiques qui vont nous aider. Et puis, on reçoit cette clé. Au bout de 7-8 ans, les maisons on est obligé de construire des immeubles parce que nos fauteuils électriques, on ne peut pas se mettre dans des immeubles existants. Donc, c'est du temps long. Le gros enjeu dans cette visite à Toulouse, c'est ce que vous dit d'ailleurs l'équipe, c'est l'aménagement. Parce qu'il faut que les lieux, on n'a pas idée, mais il faut, il faut que les lieux soient aménagés. Il faut que chacun soit chez soi et qu'on puisse être chez nous. Et pour ça, il faut d'abord être chez soi. Et puis, il faut se former, il faut se préparer. C'est exigeant. Il y a des plannings, il y a de la formation, il y a de l'amélioration continue, il y a du prendre soin. Et c'est tout ça qui permet que cette vie ensemble ait du sens. Donc c'est de la haute mer ou de la haute montagne. Mais c'est des grandes aventures. Les gens ont de la lumière dans les yeux. Voilà, encore ce matin, là, ceux que j'ai accueillis ce matin disaient, il y en avait qui avaient été pendant 10 ans en médico-social. Ils disaient, mais qu'est-ce que ça a comme goût de pouvoir prendre le temps ensemble, prendre le temps de vivre ensemble, d'être humain ensemble. Encore tout de suite sur votre visage, Laurent, toute cette joie. Je vous écoute et je suis très heureux parce qu'on parle de ce monde dans lequel nous sommes qui est tellement inquiétant et qui est tellement inquiet, avec toutes les tensions dont nous parlons. Mais vous êtes tellement ancré dans le cœur de la société et vous faites appel à tant de talents, vous ne pouvez pas être pessimiste. Moi, personnellement, ce qui me rend profondément optimiste, c'est la certitude qu'il y a une source d'amour. La certitude qu'il y a une source d'amour qui, pour moi, chrétien, s'appelle Dieu. Et cette source d'amour, ce que j'aime, c'est que quand on a la chance d'avoir comme ça cette rencontre intérieure à la Bernanos, à la Saint-Paul de Tarse, à la rencontre qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui me dit à travers son Fils Jésus, je suis ton frère, et que ça, c'est une source à laquelle on peut se connecter chaque jour par un temps de silence, mais on peut aussi s'y connecter par la rencontre de l'autre. Dieu est dans l'autre. L'autre est le tabernacle de sa présence. Et puis, ce qui me bouleverse, c'est qu'à Simone Sirène, plus la moitié des gens ne sont pas croyants en Dieu, mais ils sont croyants en l'homme. C'est un peuple de croyants en l'être humain, en la force de la vie, parce que ces hommes et ces femmes blessés nous témoignent de la force de la vie et nous invitent à faire confiance ensemble. Et du coup, de ça, nos différences de foi religieuse, une partie de personnes sont effectivement chrétiennes et viennent là parce qu'ils se disent je vais vivre ma foi chrétienne. Il y a quelques personnes qui sont musulmans, juifs, d'autres religions. Et tout ça n'est pas une menace, ou ceux qui ne sont pas croyants ne se sentent pas menacés. Parce que Simone Sirène est une terre d'altérité, une terre où nos différences, parce qu'on se reconnaît comme frères, parce qu'on arrive à vivre ensemble, nos différences ne sont plus une menace, mais une richesse. Ta différence vient m'enrichir et vient élargir les piquets de ma tente. Voilà. Et la joie, elle est là. La joie, elle est là. C'est qu'on est tous éligibles. On est tous appelés à être co-créateurs du monde dans lequel on a envie de vivre. Et on est tous appelés par le plus fragile à se reconnaître comme frères et sœurs dans nos différences, en respectant nos fragilités, nos différences. Et ça, c'est une source de joie profonde. Ça me libère de ma peur. Ça nous libère de nos peurs de ne pas être capable, de ne pas être aimable. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y ait des jours plus, des jours moins, des jours de fatigue, des jours de doute, de ras-le-bol. Mais plus profondément, et c'est vraiment pour moi le grand cadeau, c'est que je au moins une fois par semaine déjeuner dans une maison Simone Sirène. C'est toujours des moments qui me font du bien. C'est-à-dire quand Marc-Antoine vient mettre sa main sur mon épaule, il n'a pas de parole, Marc-Antoine, quasiment. Et voilà, je sens tout... Voilà, il vient me voir avec toute sa joie. Moi, si je suis fatigué ou stressé, tout ça, ça tombe, quoi. Il y a des scènes dans le film d'anniversaire, de célébration, de partage, on partage des photos. C'est parmi les plus belles scènes du film. Ah oui, parce qu'on se dit, en fait, c'est là. Le bonheur, il est là, quoi. Il est tellement accessible. Alors, c'est Simone Sirène, mais il faudrait peut-être que ça imprègne toute la société. Mais moi, j'ai comme le sentiment que des initiatives comme celle-là, peut-être pas aussi spécifiques que Simone Sirène, mais il y en a plein d'acteurs qui sont engagés. Il y en a plein, de tout temps. Moi, j'ai beaucoup appris de tas de lieux que j'ai vus dans le monde entier. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vu des trucs incroyables en Sibérie, un village de l'amour avec des personnes très, très handicapées. Au Pérou, ça s'appelait Graines de moutarde, avec des gens rejetés par la société, et puis des petites mamans courage qui s'y sont collées, et puis des bénévoles, etc. J'ai toutes ces communautés qui accueillent l'Arche, etc. Moi, j'ai appris de tous ces gens-là, et puis aujourd'hui, on partage aussi, on permet à d'autres de jaillir, et je crois que c'est la chaîne de l'amour, ça.
Parmi les auditeurs, les auditrices qui vous écoutent en ce moment, Laurent, certains pourraient se dire, tiens, pourquoi pas moi ? Parce que quelque part, je crois dans le film ou ailleurs, on parle au cours de nos émissions précédentes d'un appel à l'aventure partagée à ceux qui cherchent à donner du sens à leur vie ou le retrouver dans leur vie. Il y a plein de jeunes comme ça. À qui s'adresse justement Simone Sirène ? Vous attendez qui ? En fait, j'aime à dire que quand les gens appellent, que ce soit un ministre, un chef d'entreprise ou le voisin, un jeune qui se pose des questions sur sa vie, enfin voilà. En fait, moi je leur dis, c'est un peu cette parole, venez et voyez, quoi. C'est-à-dire, venez partager un repas. On a des tables d'hôtes dans toutes nos maisons en France, venez juste partager un repas. Et c'est un peu comme quelqu'un qui met le doigt dans le pot de confiture pour goûter. Si t'aimes bien la confiote, tu reviens. Puis si c'est pas ton goût, il y a d'autres pots de confiote, il y a d'autres endroits sublimes, hein, les Marthe et Marie, les Lazare, les Lapa, tous ces lieux-là. C'est des pots de confiote qui sont des bonnes confitures avec une recette ou des fruits un peu différents, mais voilà. Et le pot de confiture Simone Sirène, en fait, si on met son doigt dedans et qu'on le goûte, on peut revenir. On peut revenir une fois par semaine, une fois par mois, se lier d'amitié et se dire je suis prêt à venir tous les 2 heures tous les samedis après-midi pour partager un temps, préparer un repas ou une fête ou faire une partie de je sais pas quoi ou un café papote. Ça peut être une fois par mois, une fois par semaine. Il y en a qui viennent 3 fois par semaine. Donc ça, c'est quelque part le socle de la vie partagée. Hein, et on peut être membre de Simone Sirène 2 heures par semaine. Donc ça, c'est accessible à tous, quoi. Et puis après ça, quand on a des compétences, on peut aider parce que voilà, pour développer, il faut des compétences de ressources humaines, de gestion, de médico-social, de communication, etc., de collecte. Enfin bon, quand on a 3 sous, ça peut être 10 euros par mois ou 100 euros par mois, on peut donner régulièrement pour aider à construire des nouvelles maisons. Nous, c'est parce qu'on a des donateurs qui s'engagent régulièrement qu'on peut dire oui à des nouvelles maisons. Hein. Vous avez des subventions aussi ? Alors, on a des subventions pour le fonctionnement. Hein, c'est l'aide sociale. Les gens arrivent avec leur aide sociale individuelle, leur prestation de compensation du handicap, des heures d'aide humaine. Et donc, notre enjeu n'est pas tellement le financement du fonctionnement. Ça, c'est relativement stabilisé. On a toujours besoin d'un petit peu de sous pour faire des formations, pour aller faire un rassemblement à Lourdes, comme on l'a fait, 650 personnes pendant 4 jours, sublime. Mais le fonctionnement est grosso modo équilibré financièrement. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir financer les constructions. Ce qui fait que quand quelqu'un donne 10 euros, il sait que ça va servir pendant 100 ans, quoi, hein. C'est assez motivant. Et ça permet qu'on ne soit pas obligé d'emprunter cet argent et du coup de faire des loyers trop chers. Ça permet d'accueillir les plus pauvres. Donc c'est vraiment là qu'on a besoin. Et ça coûte cher, les constructions d'immeubles dans les villes. Mais quand on est plusieurs milliers à donner chacun ce qu'on peut donner tous les mois, ou à demander à une telle fondation d'aider, etc., c'est comme ça qu'on arrive à construire. C'est vraiment la force du collectif. Il y a d'autres pays ? Alors non, il n'y a pas d'autres pays. On a eu des Canadiens ou autres, ou des Allemands qui sont venus, qui se sont inspirés, etc. Et moi, j'ai jamais cherché à développer. Je dis toujours, il faut, voilà. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres pays. Je sais que ça a été pas mal. On avait reçu un prix comme ça de l'habitat innovant, un prix anglais. Donc voilà, je sais que ça a fait écho dans d'autres pays. Mais voilà, peut-être ça sera donné. Ça, c'est à la grâce de Dieu. En vous écoutant, Laurent, je pense à des auditeurs ou des auditrices qui sont en détresse, qui sont égarés, qui n'ont pas peut-être de handicap ou de lésions visibles ou apparentes. Est-ce qu'ils peuvent se sentir aidés ou est-ce que dans toute la lumière de tout ce que vous avez reçu avec Simone Sirène, il y a quelque chose que vous pouvez leur transmettre? Est-ce qu'ils peuvent se dire moi, j'ai pas en quelque sorte le malheur de ce handicap-là, mais ce serait peut-être plus simple si je l'avais? Oui, alors je ne sais pas si c'est plus simple. On ne choisit pas ses épreuves, et heureusement, mais je suis convaincu, voilà, si je voulais résumer ce qu'on se partage depuis le début, que mon être, l'être humain, notre être humain est un être de relation. Et que l'art de vivre se développe dans l'art de la relation. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas grand-chose au malheur du monde. Quand on est croyant, on peut prier, etc. On peut envoyer un peu de sous, etc., pour des catastrophes humanitaires ou autres. Mais par contre, on peut beaucoup avec ce qu'on appelle notre prochain, notre tout proche. Et notre prochain, c'est qui ? C'est la petite personne qui est seule dans son logement, c'est le jeune en difficulté scolaire, c'est l'association de quartier,
pour ceux qui sont dans les villes où il y a Simon de Sirène, c'est le repas partagé à Simon de Sirène, et que ça, c'est la porte d'entrée du bonheur. Ma femme est très engagée dans un groupe dans un quartier HLM près de chez nous. Ils appellent ça maison de famille, et une des membres était bouleversée l'autre jour parce qu'il y avait une petite part de gâteau pour son anniversaire, un truc vraiment mais tout simple. Et elle dit, ça fait 10 ans qu'on ne m'a pas fêté mon anniversaire. J'ai retrouvé une famille. Et je pense qu'il nous appartient à chacun de dire, mais comment est-ce que je peux être membre, me mettre en relation. Et partout, il y a des hommes et des femmes qui ont envie de cette relation. Il y a des associations de quartier, il y a des aumôneries, il y a des groupes qui proposent des repas partagés, des petites balades. Il y a des enfants qui ont besoin d'être aimés, il y a des personnes âgées qui ont de l'amour à donner. Donc je pense que c'est cette audace de se mettre en relation autour de chez soi. Et puis pour ceux d'entre nous qui ont la chance de pouvoir puiser dans cette foi, de se mettre aussi en relation à l'intérieur de soi-même pour recevoir chaque jour cette capacité de cette source d'amour qu'est Dieu, d'aimer et d'être aimé. Et c'est ce qui permet la rencontre aussi, c'est ce qui irrigue la rencontre. Les habitants, donc sur les plateformes Canal+, dans des salles de cinéma, le programme dans toute la France. Donc auditeurs, auditrices, vous pourrez tous aller voir ce film à un moment ou à un autre, bientôt. Le site Simon de Sirène, également avec le descriptif de cet épisode, pour prendre plus d'informations sur Simon de Sirène. Laurent, merci infiniment. Merci Guillaume. Quelque chose qu'on ne s'est pas dit, que vous souhaiteriez dire avant qu'on se quitte ? Mais voilà, moi je pense qu'on s'est dit l'essentiel, qui est que l'autre est une promesse et que l'autre me permet de partager nos différences qui font jaillir la vie, et que chacun de nous peut trouver cette petite flamme vacillante de l'espérance. J'aime beaucoup ce triptyque foi, espérance, charité. C'est les vertus théologales, foi en l'homme, foi en l'autre, qui me donne foi en moi-même, qui fait naître cette flamme de l'espérance et qui nous permet de croire à la charité, de croire à l'amour. L'autre est une promesse, c'est magnifique. Merci Laurent. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode sur Zétéo. Et belle projection, quand vous en aurez l'occasion, beau spectacle avec les habitants, vraiment je le recommande. C'est ne pas oublier le mouchoir, mais aussi la joie. C'est voilà, un film très joyeux. On peut en nous contactant sur le site simondesirène.org, demander à ce qu'il y ait des projections qui soient faites. Bien sûr. Dans son association, dans sa paroisse, dans son groupe d'aumônerie ou de scouts ou de jeunes. N'hésitez pas à nous dire, voilà, nous, on peut réunir 50, 100, 150 personnes. Et à ce moment-là, on pourra gratuitement vous permettre d'organiser une projection de ce film. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt. Merci chers auditeurs, chères auditrices, à bientôt pour un prochain épisode.